Chers amis du PP, profitons de cette belle journée, 6 février, 11 degrés 10,6 ou quelque chose à la station météo, donc un temps tout à fait exceptionnel. Et donc forcément, même si je reste très embêté par mon épaule, hein, j'arrive à lever comme ça et pas beaucoup plus, cela m'a poussé à aller faire un tour au potager pour voir un peu, où j'ai pas fait grand chose cet hiver, hein, donc un peu par flemme, un peu par paresse, un peu par négligence, un peu par fainéantise, un peu par l'esprit ailleurs, enfin plein de bons prétextes pour ne rien faire. Heureusement, le système il s'autosuffit, hein, un potager du paresseux a ceci de merveilleux que le paresseux peut paresser, et par ailleurs ça fonctionne. Et donc bien que je sois très en retard puisque je n'ai rien fait, je reste tout à fait optimiste pour la saison qui va venir. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux. Donc comme je suis paresseux, je suis un peu en retard, mais ça me paraît tout à fait logique, hein. Il y a des gens speed qui vous souhaitent leurs meilleurs vœux le 1er janvier, le président le fait même le 31 au soir, hein. Et puis il y a des gens raisonnables qui font ça quelque part courant première quinzaine de janvier. Puis il y a les gens qui sont raisonnables mais qui sont un peu en retard, qui vont faire ça la deuxième quinzaine de janvier. Et puis arrive le paresseux, le 6 février, voilà, qui vous présente ses vœux. Je vous souhaite donc une bonne année jardinière, pour certains d'entre vous meilleure que la précédente, hein. Je pense à tous ceux qui ont essayé en 2018 cette façon de faire absolument géniale, absolument miraculeuse, de couvrir le sol avec le foin, et puis tout pousse, et puis c'est géant, c'est gigantesque, c'est faramineux, c'est incroyable. Je me moque bien sûr de moi-même, enfin je moque de moi-même, non, je ne moque pas de moi-même, je me moque de ceux qui annoncent ce genre de choses sur Internet, eux sans rire d'eux-mêmes, hein. Moi je ris de moi-même. Donc voilà, 2018 a été dans certains coins, chez moi en particulier, extrêmement difficile, hein, avec 37 mm de pluie, si ma mémoire est bonne, entre fin mai et le 15 octobre. Il est évident que le système s'est figé. Le système s'est figé, les organismes, les vers de terre sont enroulés, ont refusé de travailler. Enfin, ils ont sauvé leur peau, hein. En s'enroulant, ils ont sauvé leur peau. Les bactéries, de toute façon, dès lors que c'est sec, ils ne foutent plus rien. C'est pour ça que le saucisson sec se conserve, hein. C'est aussi simple que ça. Les champignons arrivent à tirer un peu les filaments du jeu, hein, donc les ficelles avec leurs filaments. Néanmoins, leur activité s'est nettement ralentie. Et donc, dès lors que les auxiliaires qui travaillent pour moi ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler parce qu'il a fait trop sec, il est évident que les légumes qui en sont totalement dépendants, moi je suis dans mon transat, je ne fous rien, les organismes du sol ne foutent rien, donc il est évident que l'an dernier, le système a moins bien marché, comme il ne m'est jamais arrivé de croiser une forêt tropicale en plein Sahara, hein. C'est une évidence. Sahara, pas d'eau, trop chaud, ça ne pousse pas. Donc ce n'était pas le Sahara ici, mais enfin bon, j'ai quand même réfléchi un tout petit peu à ce que j'ai connu dans les années passées, dans mes jeunes années en Afrique, et j'en suis arrivé à me dire peut-être que si ça continue dans quelques années, il faudra intégrer dans notre façon de penser que l'été, juillet, août, etc., est une saison sèche et qu'il faut cultiver pour partie avant et pour partie après. Ah, je suis déjà dans la philosophie, ce n'était pas du tout l'objet de cette vidéo. Donc je vais vous montrer deux, trois petits trucs. Il y en a un qui m'impressionne tout particulièrement.
Et puis, on va reprendre ensuite, j'espère, un rythme normal de vidéos. Allez, première chose stupéfiante. Alors pour les connaisseurs, on se situe là entre la serre et les fraisiers, 2 rangées de fraisiers que on a décidé de supprimer, hein. Donc j'ai replanté ailleurs des jeunes plants. J'ai essayé de diversifier le nombre de variétés. J'avais pour l'essentiel 2 variétés. J'avais un jour acheté 6 plants d'une variété remontante et 6 plants d'une autre variété il y a 7 ou 8 ans. Et puis j'ai toujours reproduit ça. Le résultat de tout ça, c'est que ma production était concentrée sur une période relativement courte. Donc maintenant, j'ai 3 ou 4 variétés remontantes et j'espère étaler bien plus la production. Donc, ces 2 rangées de fraisiers qui sont là-dessous ont été recouverts. Alors là, en l'occurrence, c'est pas du foin, c'est tout simplement le mélange de tonte de gazon et de feuilles mortes. On trouve encore ici des traces de ces feuilles mortes. Donc ce mélange d'une matière dont je considère qu'elle est trop pauvre en azote, les feuilles mortes, et d'une matière dont je considère qu'elle est trop riche en azote, les tontes de gazon. Vous mélangez, en l'occurrence, je suis simplement passé avec ma tondeuse et j'ai tondu sous les arbres où les feuilles mortes étaient tombées, et donc sans me fatiguer, parce qu'il faut toujours réfléchir comment on peut progresser en matière de paresse, sans me fatiguer, je réalisais ce mélange dont j'ai recouvert cette bande. On ne le voit pas, ça a été un semi-échec lié à la trop grande sécheresse au début de l'automne. Il y a un sursemis de seigle qui est encore tout petit. Ce seigle était destiné à former un engrais vert et donc à pomper, à sucer les nitrates dans le sol durant la période hivernale, à produire ensuite de la biomasse que j'espérais aplatir avec un passage de foin pour ensuite planter là-dedans, je ne sais pas quoi encore, on va imaginer par exemple des choux. Donc voilà une des façons de gérer cette problématique de détruire un couvert végétal en place, en l'occurrence les fraisiers, apporter une matière équilibrée qui va nourrir au fur et à mesure que cela va se réchauffer mes organismes vivants, par l'installation d'un couvert vivant, réduire cette quantité, on peut imaginer de la supprimer, je vais vous montrer ça dans un autre endroit, et en tout cas fixer, retenir les nitrates. Sous nos climats, ici dans l'Est, le seigle me semble une bonne plante parce que c'est une des plantes les moins sensibles à la rigueur du froid et qui a une production de biomasse relativement conséquente. Là, s'il commence à faire chaud, cela va se développer très très vite. Taler, c'est quand une céréale fait plusieurs branches à partir d'un même pied et monter en hauteur. Donc on verra sans doute ça, c'est pas ce qui m'arrête. Vous voyez ici donc l'endroit où en ce moment on déverse nos déchets ménagers, dont je rappelle pour ceux qui découvriraient cette vidéo, enfin le potager du paresseux, que ces déchets-là, c'est de l'or, ce n'est pas des déchets, hein. C'est très exactement de la biomasse très nutritive pour les organismes vivants du sol, donc quelque chose qui va stimuler la vie biologique du sol 10 fois plus que du compost qui est déjà en partie mort et qui a donc déjà en partie perdu son énergie. Là, j'apporte de l'énergie, alors des déchets de choux, ici il y a des épluchures de pommes de terre qui sont justement en train de se décomposer.
Il fait un peu froid là, évidemment, hein, les températures sont négatives la nuit, même si la journée, elles sont positives. Il a fait -5 là, il y a quelques jours. Il y a des pelures d'orange bio, une idiotie qui traîne sur Internet comme plein d'autres idioties, et celle-là, elle n'est pas de Trump, mais elle pourrait l'être, c'est que ces épluchures d'orange poseraient des problèmes. Elles ne sont en rien acides. Goûtez-les hein, si vous ne me croyez pas. L'acidité, c'est le picotement d'une eau gazeuse. Ça, c'est acide, une eau gazeuse. Un Coca-Cola est acide. Du vinaigre est acide. Les peaux d'orange sont amères. Ça n'a rien à voir. Hein. Le seul problème très temporaire au moment où vous les mettez, c'est que là-dedans, dans cette peau à l'extérieur, hein, si vous faites gicler, vous avez tous fait ça en étant gamin, il y a de l'essence. Donc là, ce sont des substances qui vont neutraliser temporairement l'activité biologique. Hein. Les essences d'orange peuvent être utilisées quand on est un peu grippé, un peu enrhumé. Mais ces essences, par définition, sont très volatiles. Donc le soleil va cogner là-dessus pendant quelques jours et tout ça sera distillé, aura embaumé le jardin et il me restera une sorte de paille qui va très bien se décomposer. Je fais ça depuis des années et je vous garantis que 6 mois après, on ne retrouve plus de pelure d'orange. Donc oubliez cette bêtise, c'est une connerie consternante, une de plus. Non, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Mon épouse a rangé un peu dans le garage et cette année, pour la première fois, on a beaucoup de légumes de garde qui ont germé. Je ne crois pas être le seul parce que pour en discuter avec des tas de personnes, c'est arrivé que ce soit ici sur des oignons, que ce soit des pommes de terre, à pas mal de gens. Je pense que c'est tout simplement le fait que nos maisons ont été chaudes, on met ça, nous sommes très peu à avoir une véritable cave au sens des vieilles fermes avec des murs de 90 cm enterrés. Nous appelons cave un vague sous-sol qui est à moitié enterré, dans le meilleur des cas, dans nos maisons. Et avec la sécheresse de l'été dernier, les températures parfois presque caniculaires, je pense que ces caves, entre guillemets, étaient bien trop chaudes et en tout cas bien trop longtemps. Et du coup, évidemment, ces organismes vivants, que sont par exemple des bulbes ou que sont des tubercules de pommes de terre, tout ça c'est vivant, hein. Normalement ralenti, mais là, ça s'est accéléré et ça a poussé. Et alors, j'ai été stupéfait parce que j'ai vu sur ces oignons, vous aurez le gros plan inséré dans la vidéo, des petites pointes noires. En y regardant de plus près, c'était des pucerons noirs. Et en y regardant de plus près, ces pucerons étaient parfaitement actifs. Donc j'ai pigé comment des pucerons noirs peuvent survivre l'hiver, quelque part dans un coin qui est un peu moins froid. Là en l'occurrence c'était mon garage, mais on peut très bien imaginer que quelque part il y a un coin de serre, il y a un cabanon, etc. Et où il y a de la matière organique. Les œufs sont là-dessus et dès que la végétation commence à se développer, les œufs éclosent en même temps et les adultes, mâles, femelles, sont là. Sur les gros plans, regardez bien, vous verrez qu'il y en a des gros et des un peu moins gros, mâles et femelles. Et sur une des images, vous verrez même qu'il me semble bien qu'ils essayent de se monter dessus. C'est difficile à filmer, j'ai du matériel amateur, mais je suis presque convaincu de ce que je vous raconte là. Donc c'est un film porno là, que vous êtes en train de regarder. Voilà. Alors, j'en reviens à ces pucerons. Bien évidemment, un jardinier
on va dire, très conventionnel, il va courir dans sa jardinerie pour trouver un produit contre les pucerons. Il va faire chou blanc puisque depuis le 1er janvier, vous avez remarqué que la vente de synthèse aux particuliers est interdite. Hein. Donc dans vos jardineries, n'espérez plus trouver les produits miracles qui tuent tout. Hein. Ces fameuses bombes atomiques qui s'appelaient insecticides polyvalents, bombes atomiques. Puisque polyvalent, je sulfate dans mon jardin, je tue tout. Quand il s'agit des humains, on appelle ça une bombe atomique. Dans votre jardin, on appelle ça un insecticide polyvalent. Et donc, sans doute, le jardinier conventionnel était en alerte. Jardinier un peu moins conventionnel, un peu bio, mais quand même pas trop, quoi. Hein. Ce serait dit, ah, il faut absolument détruire cela par le feu, parce que on va mettre là des germes dans le potager et tout cela va devenir incontrôlable et ainsi de suite. Alors je vais vous donner mon raisonnement. Ne m'imitez pas si vous n'êtes pas convaincu vous-même. Je ne donne aucune garantie de ce que je dis. C'est une idée que j'essaye, dont je suis persuadé que c'est fondé parce que sinon je ne le ferai pas chez moi. Mais je ne peux en rien garantir que cela marche. Ma conviction est que je vais mettre ces pucerons noirs ici, dans mon potager, de façon à nourrir les auxiliaires, c'est-à-dire les organismes qui vont se nourrir de pucerons. Alors, les coccinelles ne sont pas encore sortis, les cirfes, les chrysopes, etc., pas non plus. Mais j'espère bien qu'un certain nombre de ces pucerons vont survivre ici, de façon à ce que dès que ça va se réchauffer, peut-être au courant mars, ces organismes vont déjà trouver des pucerons. Alors ils vont peut-être en trouver ici, ils vont peut-être en trouver sur le fusain qui est là-bas, ils vont peut-être en trouver sur le sureau qui est là-haut, sur les rosiers qui sont derrière moi, peu importe. L'important, c'est qu'une fois qu'ils se réveillent, ils trouvent à manger pour se multiplier et pour envahir tout l'espace. Et je compte donc là-dessus pour contrôler les pucerons dans mes légumes l'année prochaine. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. Je suis persuadé que ça ne marchera pas moins bien que si je brûlais tout ça, si je le compostais, etc. Mais bon, c'est un pari. Première chose, curieuse, pour un certain nombre d'entre vous, j'imagine, qui ne procéderaient pas comme ça. Mais on a d'autres choses à voir. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer, ce sont au deuxième plan là-bas, ces quelques pieds de brocoli. Si vous regardez la dernière vidéo qui devait être, alors je mettrai la date, mais il me semble que c'était fin août. Ou début septembre, où on voit ces choux brocolis. Bon, planche suivante, plein de choses intéressantes ici. Donc là, vous voyez qu'il y a des gouttes à gouttes qui sont en place. J'ai tenté plusieurs semis cet été sur le bas, des carottes qui n'ont pas donné grand-chose. Là, il y a une ligne de carottes encore plus tardive qui, elle, marche à merveille. Quelques choux de Bruxelles, si je ne m'abuse, qui sont encore très très petits et dont je ne suis pas sûr qu'ils vont donner grand-chose. Et si ma mémoire est bonne, je m'interrogeais à savoir est-ce que cela va produire quelque chose. Alors là, ils font un peu le sale gueule parce qu'ils se sont pris donc un coup de -5. Néanmoins, sur ces choux brocolis, nous avons récolté des petites
pommes, sans doute fin novembre ou début décembre. Pas énorme, mais des petites pommes comme ça. Donc, vous voyez qu'il devient de plus en plus difficile de se fier aux tables et aux normes en matière de production. Autant il a fait très sec tout l'été, bloquant pratiquement le développement de la végétation chez moi, sans arrosage, autant tout l'automne, le début de l'hiver, ont été particulièrement doux et ont permis la poursuite du développement d'un certain nombre de légumes tels ces brocolis. Les carottes qui sont là devant moi sont d'un semis qui est de tout à fait fin août. Et donc nous en récoltons régulièrement. Elles sont développées très très tard. Il y a quelques vers. Hein. Il y a un peu d'attaque de, je pense, la mouche de la carotte. Donc il y a quelques petits problèmes, mais bon, c'est pas des carottes géantes, mais pour des trucs semés fin de saison, enfin très très tard, enfin trop tard, cela produit particulièrement bien. Alors je fais un peu attention là parce qu'il y a des endroits, je vais vous la montrer, où il y a de la magnifique mâche. Donc voilà, on va les sortir là devant vous, des carottes semées très très tard. Voilà, c'est pas, hein, j'en ai cassé une en la cognant sur mon genou, c'est pas spectaculaire, c'est loin d'être ridicule pour des carottes qui n'ont même pas été démariées, qui, bon, à la façon du paresseux, hein, rien fait, et donc tout ça, c'est du 100% bénéf. Semé, planté, enfin plutôt semé, très exactement, à une époque où je n'aurais pas dû les semer, c'était déjà beaucoup trop tard en Alsace. Et au milieu de ça, comme j'avais ouvert, il y avait encore à l'époque beaucoup de foin, il s'est pas mal décomposé durant l'hiver, donc j'avais ouvert le sillon, et donc la mâche en a profité pour se développer. Je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez ça un peu plus en détail. Donc voilà, deuxième surprise, on va dire, de plus en plus, il faudra aller en dehors des sentiers battus. Les bonnes vieilles règles ne tiennent plus face à ce qu'on appelle à tort réchauffement climatique, qu'il vaudrait mieux appeler changement climatique, parce que, alors je ne sais pas, ma tête sera sans doute coupée, mais je ne veux pas rester plié, je vais avoir mal au dos. Donc, face à ce qu'il faut appeler changement climatique. L'hiver peut être doux, l'été peut être sec. Comme je l'ai déjà dit par humour dans une vidéo précédente, peut-être qu'un jour il neigera le 14 juillet. Tout ça, c'est ce qu'on met dans le chapeau réchauffement climatique, qui est en fait une augmentation considérable de l'agitation des masses d'air. Et quand ces grands anticyclones ou ces grandes dépressions turbulent au-dessus de l'Atlantique, plus fort qu'avant, eh ben, soit ça nous ramène de l'air polaire à un moment où il n'arrivait pas jusque chez nous, il s'arrêtait chez les Anglais ou chez les Finlandais. Maintenant, ça arrive chez nous et on se prend un coup de froid au moment où on ne s'y attendait pas. Et à l'inverse, si c'est un peu plus loin, ça tourne dans ce sens-là, ou si c'est une dépression dans l'autre sens, anticyclone tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles du monde, dépression dans l'autre sens, ça nous ramène de l'air qui vient des Canaries, du Sahara, etc. à un moment où normalement il ne devrait pas être là. Donc le réchauffement climatique, imaginez que c'est une turbine qui tourne plus fort, tantôt elle nous ramène de l'air froid quand on s'y attend pas, et avec tout ça, il va falloir jardiner sans pouvoir prévoir ça. Alors, le potager du paresseux, de ce point de vue-là, est absolument génial. Qu'est-ce que ça me coûte d'avoir essayé ces carottes-là? Un sachet de semences, 1,50 €, et puis bingo, ça marche. Bien sûr, ça aurait très bien pu foirer. 1,50 € de perdu, vous parlez d'une affaire d'État. Alors, troisième station, et c'est là où je voulais en venir, c'est cette planche
dans laquelle, je pense, fin août, début septembre, en sol nu. Vous voyez que le foin a été mis de côté, là, derrière moi. Il y avait des pommes de terre ici. J'ai enlevé et en sol nu, j'ai semé d'un côté de la mâche des... je crois que c'est de la rouge de Grenoble, donc une batavia rouge de Grenoble et des épinards d'hiver que vous voyez là-bas en haut. Très vite, les adventices se sont développés et j'ai eu la chance d'avoir une poussée assez forte de mourons des oiseaux, Stellaria media. La plupart des jardiniers conventionnels sont persuadés que ce qu'ils appellent des mauvaises herbes et que j'appelle adventices, c'est une concurrence terrible pour leurs légumes. Dans ma façon de voir les choses, que je vais résumer pour ceux qui découvrent le potager du paresseux, c'était absolument le contraire. Je pars du principe que les légumes que je cultive sont nourris à travers le sol par des organismes vivants qui décomposent de la matière organique lorsqu'il s'agit par exemple des bactéries, qui font circuler des éléments minéraux lorsqu'il s'agit de réseaux de champignons et tout particulièrement de champignons mycorhiziens, ceux qui vivent en symbiose avec leurs racines, et que donc ma conviction est que bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre, plantes, organismes du sol, sol minéral, coopéraient pour fabriquer quelque chose qui est le sol fertile, utile aux cultures, en tout cas utile aux végétaux qui vont se développer. Donc en gros, le sol nourrit les végétaux nourrissent les organismes dans le sol qui nourrissent les végétaux, et tout ça tourne en cycle. Donc en aucun cas, dans ma façon de voir, les adventices ne peuvent être une concurrence des plantes cultivées. Bien au contraire, plus j'ai d'adventices, donc qui, par cette belle journée-là, 10 degrés à l'instant, mon mouron des oiseaux qui est là, il fait de la photosynthèse, donc il fabrique du glucose, de l'amidon, des glucides, on va dire, d'une façon générale, qu'il va utiliser lui pour grandir, bien sûr, donc il va en utiliser, en consommer une partie lui-même pour croître et pour fonctionner, mais dont il va aussi injecter une partie dans le sol pour nourrir des bactéries qui sont dans une zone qu'on appelle la rhizosphère et pour nourrir des champignons symbiotiques avec lesquels il coopère, qu'on appelle donc des champignons mycorhiziens, cette association des racines et des champignons formant ce qu'on appelle des mycorhizes. Myco-champignon, rhizes comme rhizome, racine. Donc c'est une champignon-racine ou une racine-champignon. Et loin de nuire au système, ma conviction est que cela marche beaucoup mieux et je trouve que cela saute aux yeux. On n'arrête pas de récolter de la mâche dans ce secteur et je vais devant vous découper un pied de mâche qui a donc poussé ici sans rien faire. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il est le plus beau quand même, je vais vous impressionner. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous seront sur le cul, comme on dit. Voilà un pied de mâche avec une petite branche de mouron. Que je vais enlever. Voilà un pied de mâche nourri par les organismes du sol, en particulier par ce mouron, et donc qui a nourri le sol, qui a enrichi le sol, qui a enrichi les bactéries du sol. Mais c'est vrai aussi pour cette graminée, cette herbe, ou c'est vrai aussi pour ce laitron ici. Donc voilà, je vais vous le couper. Voilà, il y a un laitron qui s'est glissé là-dedans. Et dans ce joyeux bordel qu'est mon sol vivant, mes mâches s'en tirent très très bien, malgré donc
ce mouron. Je vais aussi essayer de vous découper un pied de mouron pour que vous voyez un peu la taille qu'il a. Je vais essayer d'en trouver un. Alors des fois il n'est pas si grand, des fois il est grand. Je ne trouve pas la racine. Quelque part par là. Voilà, donc un pied de mouron. Et encore, je ne pense pas que je l'ai eu en entier. Voilà, donc si vous étiez encore convaincu qu'il faut lutter contre les mauvaises herbes, oubliez ça. Pensez qu'il faut cultiver des adventices, bien sûr pas celles qui auraient dominé, dépassé et étouffé la mâche. Des adventices sympas, tels le mouron qui reste, lui, tapissant. Il y en a un peu de plus grand, ici je vois un pied de sénesson qui a été, lui, en partie étouffé par le mouron, donc il n'est pas devenu trop grand, fleuri, hein, malgré les températures, donc il est en train de produire des graines qui vont se retrouver dans le sol, mais je m'en fiche puisque ce sera couvert. Voilà. Alors, rapide coup d'œil, que le soleil va se coucher dans un instant. Ici, sur le bas, où on est en train de récolter des choux capus qui ont passé l'hiver, un peu abîmés, un peu creux, mais donc ils n'avaient rien produit en octobre, au moment où la saison était théoriquement finie. De même d'ailleurs que ces céleris, tout ça n'ayant pas été arrosé du tout, malgré la sécheresse l'an dernier, évidemment, n'a pas produit grand-chose. Et donc, au lieu de m'énerver en octobre, j'ai dit on va laisser, on verra bien. Les choux ne sont pas très compacts, mais ont quand même continué à se développer une fois que l'humidité était revenue, malgré les gelées. Ils étaient légèrement gelés sur l'extérieur. Mais au cœur, on a pu récupérer des pommes pour en faire des salades. Les céleris ont récupéré, pas génial, mais bon, ben voilà. À deux, merde, je peux défaire l'épaule, ça fait des petits traves. Comme on en a tout plein, comme vous voyez, on n'a même pas fini parce qu'on en a aussi en haut. Donc de temps en temps, on se fait un petit céleri. Et si un ne suffit pas, on s'en fait deux. Ok, un peu de mâche ici aussi. Voilà, donc on en fait un deuxième. Et puis on broie tout ça. Enfin, on râpe. Et il y a de quoi largement manger pour deux personnes. Il suffit d'en avoir 50, vu que avec le foin, c'est facile, à condition d'avoir la surface. Hein. Je raisonne toujours par rapport à une situation comme moi, où j'ai ce pré, enfin ce qui était un pré avant, et donc où je n'ai pas de contrainte de surface. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. J'en profite pour vous montrer que des oignons que j'avais complètement oubliés l'an dernier, simplement je les avais repiqués. C'était des oignons qui étaient dans une terrine que j'ai oublié. Voilà. Et donc ils sont en train de rejeter, de se diviser. Et donc il y a une partie sur l'extérieur là qui se défait. C'est l'ancien bulbe qui est un peu gélatineux comme ça, comme s'il il a été congelé. Et à l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits bulbes qui sont en train de se former. Donc voilà, je crois que c'était du blanc hâtif de Paris, je ne suis pas sûr, mais il me semble. Et donc j'aurai bientôt des oignons frais, hein. Il suffit d'enlever ça, passer sous le robinet, enlever la partie qui a souffert du gel. Regardez le magnifique système racinaire qui se développe dans un sol sous couvert. Alors je ne vous l'ai pas montré, hein, mais c'est toujours le même sol parfaitement meuble, parce que protégé par le foin. Et donc je vais avoir de l'oignon de façon totalement pas académique, mais j'en aurai. Donc je ne saurais vous inciter à quitter les lieux communs du jardinage, les guides. Les choses ne marchent plus
ou pas nécessairement comme elles marchaient dans le passé. Et puis, il suffit de s'en faire le moins possible. Et puis, les plantes, il m'arrivait d'expliquer à mes visiteurs une chose qui paraît les stupéfier, mais c'est le contraire qui, moi, me stupéfie. Les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. C'est l'homme qui s'est mis dans la tête que s'il ne fait rien, ça ne pousse pas. Non, les plantes poussent. Et on peut même retourner ça. Hein. Si l'homme faisait moins de conneries, ça pousserait sans doute beaucoup mieux. Bon, je vais profiter un peu de la chaleur. Le foin s'est réchauffé là dans tout l'après-midi. Il est bien chaud. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore étalé cette année le foin avec mes problèmes d'épaule. Et j'ai oublié de le dire, mais nous sommes un couple très très solidaire avec mon épouse. Elle a une tendinite, la main droite, qui l'empêche de tirer sur son poignet. Donc en fait en ce moment, jusque-là, on n'a pas fait grand-chose. Je vais essayer quand même de muscler un peu. Là, je fais de la kiné 2 fois par semaine pour essayer de recouvrer une mobilité. Quand je travaille en bas, comme vous l'avez pu le voir, j'ai pu arracher les céleris, etc. Ça va. C'est quand je dois me lever que ça se corse. Voilà, donc on va conclure là-dessus. La méthode est beaucoup plus flexible que ce que j'ai pu parfois raconter, ou en tout cas induire dans les pensées de ceux qui me regardent. Quand il s'agit de décaper une prairie pour y installer des planches et semer au printemps, donc quand je dis printemps, pour des semis qui ne sont pas abrités chez moi, c'est mai. Il faut mettre le foin relativement tôt. Hein. Donc j'avais pour habitude de dire deuxième quinzaine de novembre chez nous, une fois que l'activité du sol s'est ralentie, que les températures sont plus fraîches. Quand on a, comme moi maintenant, un espace qui est cultivé depuis plusieurs années, où il n'y a plus de gazon à détruire, hein, donc les endroits que je vous ai montrés, que ce soit les carottes, que ce soit là où on a arraché les céleris ou là où on a arraché les oignons, en fait on est dans une phase d'entretien. Et là, pour les parties où on va planter, il n'y a aucun risque d'attendre. La partie où je vous ai montré la mâche ne m'inquiète absolument pas. Hein. Là, je peux encore dans 1 mois ou dans 2 mois mettre une couche de foin, le mouron sera étouffé et je peux planter là-dedans, que ce soit des choux, que ce soit des tomates, que ce soit des poireaux, que ce soit je ne sais pas quoi encore, peu importe. Quand on sème, c'est un peu plus compliqué parce que si le mouron n'est pas déjà décomposé, à ce moment-là, effectivement, il risque de ressurgir dans les sillons. Donc je suis en train, là, hier, j'ai commencé à nettoyer des planches que je vais recouvrir très prochainement, si le temps se maintient, avec une couche de foin, et ce seront des planches prévues pour les semis en extérieur. Ailleurs, comme je plante beaucoup, que ce soit aussi, j'ai oublié, hein, les bulbes d'oignons, bulbes d'ail de printemps, etc. On plante à travers, peu importe qu'il y ait du mouron vivant en dessous, on s'en fiche complètement. Donc voilà, la méthode est beaucoup plus flexible en réponse à un certain nombre de mails que j'ai eus de gens paniqués en disant « Ah ben, je viens de découvrir vos vidéos, je viens de découvrir votre livre, j'ai compris qu'il fallait mettre ça mi-novembre, est-ce qu'il est trop tard ?» Non, non, bien entendu, il n'est pas trop tard, en particulier là où vous plantez. Il est clair que si vous partez, et en particulier si vous partez d'un potager qui est déjà, entre guillemets, propre. Cette propreté devrait d'ailleurs plutôt vous inquiéter, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'organismes vivants en pleine forme là-dedans, donc ça ne marchera peut-être pas aussi bien la première année. Peut-être il faudra 2-3 ans pour que les apports répétés de nourriture conduisent à une multiplication de vos organismes, et en particulier des vers de terre. Mais donc, ne prenez pas le potager du paresseux tel que j'essaye de le raconter, n'est surtout pas un dogme. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon presque philosophique, hein, se dire que les légumes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. C'est de dire que si on respecte 2-3 choses essentiellement,
les contraintes climatiques, hein, c'est quand même la chose essentielle, il pleut ou il ne pleut pas. Il gèle ou il ne gèle pas. On ne va pas mettre des tomates maintenant parce qu'elles vont geler. Ça, on le sait avec certitude. Après, il y a une zone grise, on ne sait pas, début mai ou fin avril, est-ce que j'essaye? Si j'ai de la chance, comme l'an dernier, j'ai mes premières tomates début juin. Si j'ai pas de chance, comme en 2017, 21 avril, moins 6,5 sous la serre, et tout est cramé, quoi, hein. Donc là, on est dans la zone grise. Si je plante à partir de mi-mai, je sais que les tomates, elles vont produire. Voilà quelques réflexions peut-être un peu brouillonnes, mais c'est surtout le soleil là qui m'a tiré dehors, et donc je n'avais pas d'idée claire sur ce que j'allais raconter, et donc j'ai un peu raconté n'importe quoi. J'espère que vous picorez 2-3 choses utiles, et puis comme d'habitude, hein, ne prenez pas tout à la lettre. Je pars du principe que tous ceux qui me regardent ne sont plus des enfants, mais des personnes douées de raison et capables de penser et capables de laisser dans ce que je dis ce qui peut être considéré comme des conneries ou mes conneries à moi. Vous avez le droit de faire les vôtres. Allez, ciao. Alors je vais inventer les post-scriptum aux vidéos. En remontant, pensant ranger l'appareil, je passe ici dans la partie jardin d'ornement qui sert aussi au potager, hein, puisque là-dedans j'élève des bestioles, des pucerons, etc., qui me sont très utiles au niveau du jardin, enfin pas les pucerons, mais les auxiliaires que ces pucerons attirent. Et voilà, je repasse pour vous dire que pendant que j'étais inactif, évidemment, il y en a qui ne sont pas restés inactifs, ce sont les rats taupiers, dont on voit ici une belle trace qui circule quelque part entre le lilas là-bas, les chèvrefeuilles le long de la haie, et là, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été, mais ils avaient une idée en tête. Et je vais incruster quelques images que je vais prendre depuis le chemin du pré à côté, qui est absolument spectaculaire. Une invasion, c'est pas des cratères, mais si c'était des cratères, ça ferait Verdun en 14-18. Incroyable. Donc les rats-taupiers, je ne sais pas s'il faut s'attendre à une année terrible, peut-être. En tout cas, eux ne sont pas restés inactifs. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de problème à l'épaule, hein, là pour gratouiller, repousser la terre. Alors voilà ici une petite vue du pré qui est juste adjacent au mien. Enfin là on est au niveau de la maison, mais plus bas c'est la même chose. Voilà, alors je rajoute juste un petit point, hein, ce pré évidemment ne subit aucun traitement, il est bio par nature. Nous sommes ici le long d'une forêt, des bosquets partout, des rapaces qui tournent. Il y avait un couple de faucons cresserelles. Il y a d'autres rapaces que je vois régulièrement. Ça n'empêche absolument pas les rats-taupiers de pulluler. Pour ceux qui pensent encore qu'il n'y a qu'à mettre une petite perche pour que les rats-taupiers soient éliminés par les rapaces. Vous pouvez toujours rêver quand il s'agit du vrai rat-taupier souterrain.